Disparition mystérieuse, pourquoi? Silence. Pas un silence normal. Un silence qui pèse, qui observe, comme si le monde retenait son souffle sans savoir pourquoi. Quelque chose a changé, mais personne ne sait encore quoi. Il y a 17 ans. Un visage banal, une vie simple, une existence presque invisible. Il fait partie de ces gens qu'on croise sans jamais retenir. Ni riche, ni puissant, ni important aux yeux du monde. Juste un jeune parmi des millions. Et pourtant, du jour au lendemain, il disparaît. Pas de traces. Pas d'image. Pas d'erreur. Les caméras ne captent rien. Les capteurs ne relèvent aucune anomalie. C'est comme si la réalité elle-même avait décidé de l'effacer. Au même moment, partout sur Terre, les systèmes commencent à dysfonctionner. Les satellites se désynchronisent. Les avions entrent en trajectoire automatique. Les marchés financiers se figent. Les réseaux ralentissent, puis se taisent. Chaque gouvernement, chaque organisation, chaque puissance reçoit le même message, exactement au même instant. Le porteur de la clé a disparu. Vous avez 24 heures. Aucune signature. Aucune origine. Juste une pièce jointe, une simulation impossible à nier. Le monde, à l'arrêt. Totalement figé. Comme une machine qu'on éteint. Alors la chasse commence. Interpol, CIA, services secrets, groupes privés, mercenaires numériques, intelligence artificielle. Tout ce que l'humanité a construit pour traquer, analyser et contrôler est mobilisé pour une seule chose, retrouver Ellie. Son visage est diffusé partout. Sur les écrans, dans les rues, sur les téléphones. Les gens le cherchent, le traquent, le signalent. Le monde entier devient un réseau de surveillance vivant. Mais personne ne comprend pourquoi. 3 jours avant sa disparition, il y marchait seul dans une ruelle étroite, casque sur les oreilles, coupé du monde. Un vieil homme l'attendait là, immobile. Il ne ressemblait à rien de particulier, et pourtant tout chez lui semblait déplacé, comme s'il n'appartenait pas à cette époque. Le vieil homme l'a regardé longtemps, trop longtemps. Puis il lui a pris la main et y a déposé une clé. Une clé étrange. Ni métal, ni matière connue. Elle semblait vibrer, comme si elle était vivante. Tu n'as pas été choisi. Tu étais déjà la réponse. Illy n'a pas compris. Il n'a pas eu le temps de poser une question. Le vieil homme avait déjà disparu. Depuis ce jour, quelque chose en lui avait changé. Pendant que le monde s'agite pour le retrouver, des phénomènes inexplicables apparaissent. Le temps ralentit par endroits. Certaines personnes restent figées quelques secondes avant de reprendre comme si rien ne s'était passé. Des zones entières deviennent silencieuses, coupées de toute activité, comme si elles sortaient brièvement de la réalité. Les scientifiques parlent de rupture. Les religieux parlent de signes. Les dirigeants parlent de crise. Puis une vérité commence à émerger. La clé n'est pas un objet. C'est un accès. Et Illy n'a pas la clé. Illy est la clé. Mystère de la nuit. C'est l'histoire d'un homme pauvre. J'espère que tu ne me quitteras pas après avoir découvert mon secret. L'homme resta figé ou illusion? Et depuis ce jour, il ne Leur apparaît venu souris, révélation. C'est l'histoire d'un roi, imbu de sa personne, qui se retrouva transformé en une petite souris fragile. Dans son propre palais. Un roi puissant. Respecté. Craint. Mais surtout, aveuglé. Il ne voyait pas les autres comme des vies. Seulement comme des outils. Des sujets. Des pions dans son royaume. Pour lui, la bonté n'existait pas. Seule comptait la loyauté. Et la peur. Un soir, alors que le palais était plongé dans le silence, un étranger entra dans la salle du trône. Personne ne l'avait vu arriver. Personne ne pouvait expliquer sa présence. Un vieil homme. Calme. Immobile. Le roi, agacé, le regarda avec mépris. « Qui es-tu pour entrer ici sans permission ?» L'homme leva les yeux. Un regard profond. Trop profond. « Je suis celui qui voit ce que tu refuses de voir. » Le roi éclata de rire. « Alors regarde bien. Et admire. » Le vieil homme ne répondit pas. Il leva simplement la main. Et le monde changea. Le roi sentit son corps se contracter. Ses membres disparaître. Sa voix se briser. La salle du trône grandit. Ou plutôt, lui rétrécit. En quelques secondes. Il n'était plus roi. Il était une souris. Petite. Fragile. Vulnérable. Pris de panique, il tenta de crier. Mais aucun mot ne sortit. Seulement un petit son aigu. Et soudain, une sensation étrange. Quand quelqu'un s'approchait. Il ressentait quelque chose. Pas une odeur. Pas un bruit. Une vérité. Comme un instinct. Certains dégageaient une chaleur. Une lumière. D'autres. Un froid. Un vide. Sans comprendre comment. Il savait. Il pouvait sentir qui était fondamentalement bon. Et qui ne l'était pas. Le vieil homme apparut une dernière fois,
au-dessus de lui. Tu as jugé sans connaître. Maintenant, tu vas voir. Puis il disparut. Les jours passèrent. Ou peut-être les nuits. Le roi Souris vivait désormais dans les murs de son propre palais. Là où personne ne le respectait. Là où tout pouvait le tuer. Chaque pas était un danger. Chaque bruit, une menace. Mais surtout, chaque rencontre, une révélation. Il observa ses gardes. Ceux qu'il pensait fidèles. Certains étaient froids, vides. Ils obéissaient, mais sans âme. D'autres, plus discrets, brillaient. Des hommes simples, honnêtes, que personne ne regardait. Il observa ses conseillers. Certains, proches de lui, étaient sombres. Leurs intentions, sales. Leurs pensées, remplies de trahison. Mais il ne l'avait jamais vue, jamais ressentie. Et puis, il la vit. Une servante, invisible, silencieuse. Quand il s'approcha, il ressentit une chaleur immense, pure, sincère. Elle parlait doucement, aidait les autres, sans rien attendre. Il comprit. La vraie valeur n'était pas là où il regardait. Les jours passaient, et son regard changeait, son cœur aussi. Il ne voyait plus un royaume. À demain pour la suite, ombre et choix. Que voir, ce n'est pas regarder, c'est comprendre. Mais comprendre, ce n'était que le début. Le roi était revenu, oui, mais quelque chose en lui n'était plus comme avant. Pas dans son corps, mais dans sa perception. Même redevenu humain, le pouvoir était resté. Il pouvait encore sentir la vérité. Pas avec ses yeux, ni avec ses oreilles, mais avec quelque chose de plus profond. Une présence. Quand quelqu'un entrait dans la salle du trône, il savait instantanément qui venait avec un cœur pur et qui venait avec des intentions sombres. Au début, cela le troubla, car le monde n'était plus le même. Les visages souriants n'étaient plus rassurants, les discours parfaits sonnaient faux, et les plus discrets étaient parfois les plus lumineux. Alors il changea. Pas son royaume, mais sa manière de régner. Il ne jugeait plus sur les mots, mais sur ce qu'il ressentait. Très vite, les choses bougèrent. Les anciens conseillers furent écartés, sans violence, sans humiliation, simplement remplacés par ceux que personne n'écoutait. Des gens simples, mais sincères. Le peuple commença à murmurer, puis à parler plus fort. On disait que le roi avait changé, qu'il écoutait, qu'il voyait vraiment. Et le royaume prospéra, mais pas seulement en richesse. Il prospéra en équilibre, en justice, en paix. Mais toute lumière attire l'ombre. Quelque part, loin du palais, quelqu'un observait. Quelqu'un que le roi ne pouvait pas lire. Pour la première fois, il ne ressentait rien. Ni chaleur, ni froid. Juste un vide. Et ce vide était dangereux. Une nuit, les portes du palais s'ouvrirent sans bruit. Les gardes ne réagirent pas. Comme si quelque chose avait déjà traversé toutes les défenses. Un homme entra. Calme, posé, parfaitement maître de lui-même. Quand le roi le vit, il comprit immédiatement. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était quelqu'un qui savait cacher sa nature. Ou pire, quelqu'un qui n'en avait plus. Intéressant, dit l'homme en avançant lentement. Un roi qui voit les âmes. Le roi resta immobile. Mais pour la première fois depuis longtemps, il doutait. Parce qu'il ne pouvait pas le lire. Et dans ce monde, ce qu'on ne peut pas comprendre est ce qu'il y a de plus dangereux. L'homme continua d'avancer. Tu crois voir la vérité. Mais que fais-tu face au néant? L'air devint lourd. Le silence pesa. Et pour la première fois depuis sa transformation, le roi ressentit la peur. Pas une peur panique, mais une peur lucide. Il se leva lentement et fixa l'homme droit dans les yeux. Avant, je ne voyais rien. Maintenant, je vois presque tout. Un court silence. Mais même sans voir, je peux choisir. L'homme s'arrêta, intrigué. Choisir quoi? Le roi répondit calmement, de ne pas devenir comme toi. Le silence retomba, mais cette fois, il était différent. Quelque chose venait de se stabiliser. Parce que le roi avait compris que voir le bien et le mal n'était pas suffisant. Il fallait aussi rester droit. À demain pour la troisième partie. Ombre et choix. Que voir, ce n'est pas regarder. C'est comprendre. Mais comprendre, ce n'était que le début. Le roi était revenu, oui, mais quelque chose en lui n'était plus comme avant. Pas dans son corps, mais dans sa perception. Même redevenu humain, le pouvoir était resté. Il pouvait encore sentir la vérité. Pas avec ses yeux, ni avec ses oreilles, mais avec quelque chose de plus profond. Une présence. Quand quelqu'un entrait dans la salle du trône, il savait instantanément qui venait avec un cœur pur et qui venait avec des intentions sombres. Au début, cela le troubla, car le monde n'était plus le même. Les visages souriants n'étaient plus rassurants, les discours parfaits sonnaient faux, et les plus discrets étaient parfois les plus lumineux. Alors il changea. Pas son royaume, mais sa manière de régner.
Il ne jugeait plus sur les mots, mais sur ce qu'il ressentait. Très vite, les choses bougèrent. Les anciens conseillers furent écartés, sans violence, sans humiliation, simplement remplacés par ceux que personne n'écoutait. Des gens simples, mais sincères. Le peuple commença à murmurer, puis à parler plus fort. On disait que le roi avait changé, qu'il écoutait, qu'il voyait vraiment. Et le royaume prospéra, mais pas seulement en richesse. Il prospéra en équilibre, en justice, en paix. Mais toute lumière attire l'ombre. Quelque part, loin du palais, quelqu'un observait. Quelqu'un que le roi ne pouvait pas lire. Pour la première fois, il ne ressentait rien. Ni chaleur, ni froid. Juste un vide. Et ce vide était dangereux. Une nuit, les portes du palais s'ouvrirent sans bruit. Les gardes ne réagirent pas. Comme si quelque chose avait déjà traversé toutes les défenses. Un homme entra. Calme, posé, parfaitement maître de lui-même. Quand le roi le vit, il comprit immédiatement. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était quelqu'un qui savait cacher sa nature. Ou pire, quelqu'un qui n'en avait plus. Intéressant, dit l'homme en avançant lentement. Un roi qui voit les âmes. Le roi resta immobile. Mais pour la première fois depuis longtemps, il doutait. Parce qu'il ne pouvait pas le lire. Et dans ce monde, ce qu'on ne peut pas comprendre est ce qu'il y a de plus dangereux. L'homme continua d'avancer. Tu crois voir la vérité. Mais que fais-tu face au néant? L'air devint lourd. Le silence pesa. Et pour la première fois depuis cette transformation, le roi ressentit la peur. Pas une peur panique, mais une peur lucide. Il se leva lentement et fixa l'homme droit dans les yeux. Avant, je ne voyais rien. Maintenant, je vois presque tout. Un court silence. Mais même sans voir, je peux choisir. L'homme s'arrêta, intrigué. Choisir quoi? Le roi répondit calmement, de ne pas devenir comme toi. Le silence retomba, mais cette fois, il était différent. Quelque chose venait de se stabiliser. Parce que le roi avait compris que voir le bien et le mal n'était pas suffisant. Il fallait aussi rester droit, à demain. Pour la troisième relation d'un roi. Même face à ce que l'on ne comprend pas, il arrive un moment où l'on doit choisir ce que l'on devient. Et à cet instant précis, quelque chose changea en lui. Ce n'était pas un pouvoir nouveau, ni une force soudaine, mais une prise de conscience. Une clarté intérieure qui ne vient pas avec la puissance, mais avec la lucidité. Le roi comprit alors que voir le bien et le mal n'était qu'une première étape. Une étape simple, presque naïve. Car la véritable épreuve commence après. Elle réside dans la capacité à rester droit lorsque tout devient flou, à rester lucide lorsque la vérité dérange, lorsque les repères s'effondrent, lorsque le monde ne correspond plus à ce que l'on croyait comprendre. Alors il descendit de son trône. Non pas pour abandonner son pouvoir, mais pour enfin le mériter. Il marcha dans son royaume sans être annoncé, sans escorte, sans regard tourné vers lui. Et pour la première fois, il observa réellement. Il ne regardait plus en tant que roi, mais en tant qu'homme. Il vit des hommes bons devenir durs avec le temps, usés par la vie. Il vit des hommes sombres hésiter au moment de faire le mal, comme si une part d'eux résistait encore. Il vit des regards fatigués, des silences chargés de douleurs invisibles, des existences marquées par des choix qu'il n'avait jamais pris le temps de comprendre. Et c'est là qu'il comprit. Personne n'est figé. Personne n'est entièrement pur. Personne n'est totalement perdu. Tout est mouvement. Tout est évolution. Tout dépend d'un instant, d'une décision, parfois infime, mais décisive. Alors il changea sa manière de régner. Il ne jugeait plus immédiatement. Il cherchait d'abord à comprendre. Il n'imposait plus ses décisions sans écouter. Il guidait avant de condamner. Un voleur n'était plus seulement un coupable, mais une histoire, un chemin brisé, une suite de circonstances. Un traître n'était plus seulement une faute, mais un choix, parfois né du désespoir, parfois d'une faiblesse que personne n'avait su voir. Et parfois, ce regard différent suffisait à transformer une vie. Le royaume évolua. Lentement, mais profondément. La peur recula, la colère s'apaisa. À sa place naquirent la conscience, la responsabilité, et une forme de justice plus humaine. Le peuple le ressentit sans qu'on ait besoin de le proclamer. Ce n'était plus simplement un roi puissant. C'était un roi juste. Mais au fond de lui, il n'oublia jamais ce qu'il avait été. Il savait que la chute commence toujours dans l'oubli de soi. Alors chaque jour, il se surveillait, non pas par peur, mais par vigilance. Car il avait compris une vérité essentielle. Le véritable danger ne vient pas seulement des autres, mais de ce que l'on peut devenir lorsque l'on cesse de se remettre en question. Avec le temps, son regard changea encore. Il ne voyait plus simplement le bien ou le mal. Il voyait les moments où tout peut basculer. Ces instants fragiles où une décision, une parole, un silence même, peut changer le cours d'une vie. De l'ombre à la légende.
Ce garçon ne veut pas être un héros. Et c'est justement ce qui le rend différent. Depuis toujours, il poursuit un rêve que personne ne comprend vraiment, devenir une ombre, une présence invisible capable de contrôler les événements sans jamais être vu. Là où les autres cherchent la reconnaissance, lui cherche le contrôle, le silence, la domination discrète. Dans son ancien monde, il consacre sa vie entière à cet objectif. Chaque nuit, pendant que tout le monde dort, il sort dans les rues pour affronter des criminels, tester ses limites, et repousser son corps jusqu'à l'extrême. Il ne cherche pas à sauver qui que ce soit, il cherche simplement à se rapprocher de l'idéal qu'il s'est fixé. Mais malgré toute sa discipline, il se heurte à une limite qu'il ne peut pas dépasser, il lui manque un élément essentiel. La magie. Dans ce monde, elle n'existe pas, et sans elle, son rêve restera incomplet. Puis, sans prévenir, tout s'arrête. Un accident brutal met fin à sa vie. Mais au lieu de disparaître, il renaît dans un autre monde. Un monde où la magie existe réellement. Et à partir de ce moment-là, tout change. Il obtient une nouvelle identité, Sid. Dès son plus jeune âge, il commence à s'entraîner à nouveau, mais cette fois avec un avantage décisif. La magie devient son outil principal, et très vite, il atteint un niveau bien supérieur à celui des autres. Mais ce qui le rend réellement unique, ce n'est pas sa puissance, c'est sa vision. Alors que la plupart des gens cherchent à devenir des héros ou des figures importantes, lui décide de rester dans l'ombre. Il ne veut pas être reconnu, il veut influencer, manipuler, exister sans être exposé. C'est là qu'il prend une décision étrange. Il invente toute une histoire. Une organisation secrète. Un ennemi caché. Un conflit invisible qui se déroulerait dans l'ombre du monde. Pour lui, ce n'est qu'un jeu, une manière de vivre son fantasme. Mais très vite, les choses prennent une tournure inattendue. Des personnes commencent à le suivre. Elles croient en son histoire. Elles voient en lui quelqu'un d'exceptionnel, un leader, une figure capable de comprendre ce que les autres ne voient pas. Et sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ce qu'il a inventé commence à devenir réel. Les menaces existent. Les ennemis aussi. Et cette organisation qu'il pensait imaginaire devient progressivement une véritable puissance. Une force qui agit dans l'ombre, qui influence les événements, qui change l'équilibre du monde. Et au centre de tout ça, il y a lui. Le plus ironique dans cette histoire, c'est qu'il continue de penser qu'il est en train de jouer. Il ne réalise pas que chaque décision qu'il prend a un impact réel. Que chaque mot qu'il prononce est pris au sérieux. Que les personnes qui le suivent risquent tout. Pour une vision qu'il n'a jamais réellement confirmée. Et pourtant, sans le vouloir, il est déjà devenu ce qu'il cherchait depuis le début. Une ombre. Une présence invisible. Qu'apparaît des montagnes révélées. En 2002, au fin fond des montagnes afghanes, une unité des forces spéciales américaines a été envoyée en mission dans une zone reculée, loin de toute présence humaine. Mais ce qu'ils allaient découvrir ne ressemblait à rien de connu. Alors qu'ils progressaient dans les montagnes, ils repérèrent une immense grotte. L'endroit était silencieux. Trop silencieux. Aucun animal. Aucun bruit. Comme si quelque chose dominait cet endroit. Puis, sans prévenir, il est sorti. Un géant. Plus de 3 mètres de haut. Des cheveux roux, une odeur insoutenable de décomposition, et un visage à peine humain. Mais le plus troublant, c'était ses mains. 6 doigts à chacune. Avant même que les soldats puissent réagir, la créature attaqua. Elle empala l'un des hommes avec une lance gigantesque, comme si ce n'était rien. Le chaos s'installa immédiatement. Les soldats ouvrirent le feu. Rafale après rafale. Mais la créature tenait debout, comme si les balles ne suffisaient pas. Puis finalement, après une pluie de tirs, elle s'effondra. Silence. Un silence lourd. Personne ne comprenait vraiment ce qu'il venait de tuer. Le corps fut évacué immédiatement, en secret. Transporté par hélicoptère Chinook, puis transféré dans un avion militaire. Et après ça, plus aucune trace. Officiellement, rien n'a jamais existé. Mais certains soldats ont parlé. Certains affirment que ce n'était pas une simple créature, mais un vestige des Néphilim, ces géants mentionnés dans les textes anciens. D'autres parlent de créatures vivant dans les montagnes depuis des siècles. Des êtres que les populations locales évitent, respectent, ou craignent. Car dans ces régions, les histoires existent depuis bien avant 2002. Des villageois parlent de disparitions inexpliquées, de cris dans les montagnes, de grottes profondes où personne n'ose entrer. Des êtres immenses, aux yeux brillants, aux griffes acérées. Gardiens de quelque chose que l'homme n'aurait jamais dû déranger. Et encore aujourd'hui, certains témoignages persistent. Un pilote affirme avoir transporté le corps. Un soldat jure avoir été présent.
Mais aucune preuve officielle n'existe. Rien. Comme si tout avait été effacé. Alors la question reste entière. Ont-ils réellement affronté un simple monstre? Ou quelque chose que l'humanité n'était pas censée retrouver? Et depuis ce jour, une question persiste. Et si ce que ces soldats ont affronté n'était pas une anomalie, mais une vérité cachée depuis toujours? Dans ces montagnes, bien avant les guerres, bien avant les hommes. Quelque chose était déjà là. Et peut-être que certaines portes ne sont pas faites pour être ouvertes. Parce que parfois, ce que l'on appelle légende n'est que la réalité que l'on refuse de regarder en face. Il existe encore des choses que l'on ignore. Des vérités enfouies, volontairement oubliées. Et peut-être que ce jour-là, les hommes n'ont pas découvert une créature, mais réveillé quelque chose. Et si ce n'était que le début? Rencontre sous la surface. Je te jure. Il y a des moments dans ta vie où tu sais que personne va te croire. Mais toi, tu sais ce que t'as vu. On était en vacances. Rien de spécial. Soleil, eau calme. Ambiance tranquille. Tu vois le genre de moment où ton cerveau se met en pause. Je suis dans l'eau. Pas trop loin du bord. Juste assez pour être bien. Mais pas assez pour paniquer. Et là, il y a un truc qui change. Pas un bruit. Pas une vague. Rien. Juste une sensation. Comme si quelque chose te regardait. Tu connais ça? Quand t'as pas de preuves. Mais ton instinct te parle. Je tourne la tête. Et au début, je comprends pas ce que je vois. C'est pas un poisson. Trop grand. C'est pas un humain. Impossible. Le truc est là. Dans l'eau. À moitié immergé. Il me regarde. Et moi je suis figé. Parce que son visage. C'est pas un visage normal. C'est humain. Mais pas vraiment. Les yeux. Trop calmes. Trop conscients. Comme si il savait que j'étais là avant même que je le voie. Mon cerveau essaie de rationaliser. C'est un nageur. C'est une illusion. C'est ton imagination. Mais non. Parce que ce truc, il bouge pas comme un humain. Il glisse. Pas de mouvement normal. Pas de bras qui battent. Pas de jambes visibles. Juste. Il avance dans l'eau. Silencieusement. Et là, j'ai compris un truc. J'étais pas censé être là. Pas à ce moment. Pas à cet endroit. On s'est regardé. Quelques secondes. Mais dans ma tête, ça a duré une éternité. Puis, il disparaît. Pas d'éclaboussure. Pas de fuite. Juste. Il n'est plus là. Comme s'il avait décidé que c'était fini. Je reste là. Immobile. Mon cœur battement mais je bouge pas. Parce que si je bouge, ça devient réel. Et moi, j'avais pas envie que ça soit réel. Je suis sorti de l'eau lentement. Sans courir. Sans crier. Parce que quand tu vis un truc comme ça, tu veux pas l'expliquer. Tu veux juste t'en éloigner. Et encore aujourd'hui, je peux pas te dire exactement ce que c'était. Mais je peux te dire une chose. C'était pas normal. Et le pire, c'est que pendant ces quelques secondes, j'ai eu l'impression que c'était moi, l'intrus. Et depuis ce jour, je regarde plus jamais l'eau de la même façon. Parce que tu réalises un truc simple, tout ce qu'on voit pas. Ça veut pas dire que ça existe pas. Il y a peut-être un monde entier juste sous la surface, qui nous observe en silence. Et nous, on vit comme si on était seul. Mais parfois, t'as juste un rappel que c'est pas le cas. Et le plus étrange, c'est que j'en ai jamais reparlé sur le moment. Comme si une partie de moi voulait oublier, ou protéger ce que j'avais vu. Mais cette sensation, elle m'a jamais quitté. Pas de peur. Non. Juste une vérité que j'arrive pas à expliquer. Et quelque part, je suis sûr que lui aussi, il se souvient de moi. Et parfois, quand je ferme les yeux, je revois ce regard. Pas hostile. Pas amical. Juste. Conscient. Comme s'il évaluait quelque chose en moi. Comme si cette rencontre avait un sens incompréhensible. Rencontre inattendue en Sibérie. Tu vois, il y a des histoires que t'entends une fois. Et que tu oublies jamais. Celle-là, un gars me l'a racontée un soir. Voix basse. Regard sérieux. Le genre de personne qui invente pas ce genre de truc. Sibérie. Hiver. Une unité de soldats soviétiques en plein entraînement. Routine totale. Le genre de journée où t'attends absolument rien. Et puis, quelque chose apparaît dans le ciel. Un objet. Qui vole bas. Trop bas. Un soldat prend une décision. Rapide. Instinctive. Il tire. Et il touche. L'engin s'écrase pas loin. Fumée épaisse. Bruit sourd. Et les soldats, ils s'approchent. Parce qu'ils savent pas encore ce qu'ils viennent de faire. Et c'est là que tout bascule. De l'épave sortent 5 créatures. Petites. Corps humanoïde.
Grosse tête. Grands yeux noirs. Silencieuse. Les soldats bougent plus. Parce que ton cerveau, quand il voit quelque chose qu'il ne peut pas classer, il frise. Complètement. Tu peux plus réfléchir. Tu peux plus bouger. Tu existes juste. Et là, les créatures font un truc. Elles se rapprochent les unes des autres. Lentement. Elles fusionnent. Et elles deviennent une sphère, lumineuse, qui bourdonne, qui grossit, comme si elles chargeaient quelque chose d'immense. Personne ne bouge. Personne crie. Puis, l'explosion. Un flash blanc, aveuglant, silencieux. Et quand la lumière disparaît, 23 soldats sont là, debout, immobiles, transformés en pierre, comme des statues, comme si le temps s'était arrêté à l'intérieur d'eux. 2 survivants seulement, qui ont regardé, qui ont tout vu, et qui ont vécu avec ça jusqu'à la fin de leur vie. Tu imagines? Te lever le matin pour un entraînement banal, et rentrer avec une image pareille gravée dans la tête. Pour toujours. Le gars qui me racontait ça, il s'est arrêté un moment. Il regardait le feu. Et il a dit une chose simple. Ce qui me dérange, c'est pas l'histoire. C'est la réaction de ces créatures. Elles ont pas attaqué en premier. Elles sont sorties du crash. Abîmées. Perdues peut-être. Et c'est nous, qui avons continué à menacer. Alors elles ont répondu. Pas par cruauté. Par instinct. Exactement comme on l'aurait fait. Et là, le silence autour du feu. Parce que quand tu entends ça, tu réalises un truc qui t'avait jamais traversé l'esprit. Si eux existent. Et si on les a déjà rencontrés. C'est peut-être pas le danger. C'est peut-être la façon dont on réagit face à ce qu'on comprend pas. La peur, l'instinct, la gâchette trop rapide. Et cette pensée-là, elle reste longtemps après que le feu s'est éteint. Son d'humilité inattendue. Tu vois, il y a des erreurs que tu paies cash. Et puis il y a celles que tu paies d'une façon que t'aurais jamais imaginée. Celle-là, c'est l'histoire d'un homme. Quelqu'un de bien installé dans sa vie. Sûr de lui. Peut-être trop. Le genre de personne qui pense que les règles s'appliquent aux autres. Qui parle fort. Qui regarde les gens de haut. Sans vraiment s'en rendre compte. Jusqu'au jour où il croise la mauvaise personne. Une vieille femme. Dans un marché. Modeste. Discrète. Elle lui demande quelque chose de simple. Un geste. Rien d'extraordinaire. Et lui, il la repousse. Avec des mots durs. Devant tout le monde. Sans une once de gêne. La vieille femme le regarde. Pas avec de la colère. Avec quelque chose de pire. De la certitude. Elle dit une phrase. Basse. Presque pour elle-même. Et elle repart. Sans se retourner. Il rentre chez lui ce soir-là. Normal. Dîner. Télé. Sommeil. Et le lendemain matin. Il ouvre les yeux. Et tout est différent. Le plafond est trop haut. Ses mains. Ce sont pas ses mains. Ses bras sont trop longs. Trop lourds. Couverts de quelque chose qu'il comprend pas immédiatement. Il se lève. Et il tombe. Parce que son corps répond plus de la même façon. Il cherche un miroir. Il en trouve un. Et ce qu'il voit. L'arrête net. Un singe. Grand. Puissant. Les yeux marron foncé. Mais à l'intérieur de ses yeux. Une conscience. Une panique. Quelque chose d'humain qui hurle sans pouvoir sortir. C'est lui. Enfermé à l'intérieur. Son cerveau fonctionne toujours. Ses pensées sont claires. Ses souvenirs intacts. Il sait exactement qui il est. Où il habite. Ce qu'il a fait la veille. Mais son corps appartient à autre chose. Il essaie de parler. Des sons gutturaux sortent. Il essaie d'écrire. Ses doigts cassent tout ce qu'il touche. Il essaie de sortir. Les gens dans la rue le fuient, crient, appellent des secours. Et lui, il est là, dedans, à regarder sa vie de l'extérieur. À voir les gens qu'il connaît le regarder avec terreur. Sa famille. Ses collègues. Ses voisins. Personne ne le reconnaît. Parce que comment tu reconnais un homme dans les yeux d'un singe? Les jours passent. Il comprend progressivement comment fonctionne ce corps. Il apprend à se déplacer. À manger. À survivre. Mais chaque nuit, il pleure. À sa façon. Avec ses yeux-là. Et un matin, il retourne au marché. Il cherche la vieille femme. Il la trouve. Elle est assise. Calme. Comme si elle l'attendait. Elle le regarde longuement. Elle voit ce que personne d'autre voit. L'homme à l'intérieur. Elle lui pose une question. Sans parler. Juste avec ses yeux. Est-ce que tu comprends maintenant? Et lui, pour la première fois de sa vie, il baisse la tête. Pas par peur. Par honte. Ce que cette expérience lui avait appris. Aucune école.
Aucun échec, aucune leçon de vie n'aurait pu lui enseigner que regarder le monde d'en bas change absolument tout. Il était resté dans ce corps combien de temps? Des semaines entières à vivre ce que les autres vivent quand on les ignore. Rencontre inattendue en Sibérie. Tu vois, il y a des histoires que t'entends une fois et que tu oublies jamais. Celle-là, un gars me l'a raconté un soir. Voix basse. Regard sérieux. Le genre de personne qui invente pas ce genre de truc. Sibérie. Hiver. Une unité de soldats soviétiques en plein entraînement. Routine totale. Le genre de journée où t'attends absolument rien. Et puis, quelque chose apparaît dans le ciel. Un objet. Qui vole bas. Trop bas. Un soldat prend une décision. Rapide. Instinctive. Il tire. Et il touche. L'engin s'écrase pas loin. Fumée épaisse. Bruit sourd. Et les soldats, ils s'approchent. Parce qu'ils savent pas encore ce qu'ils viennent de faire. Et c'est là que tout bascule. De l'épave sortent 5 créatures. Petites. Corps humanoïde. Grosse tête. Grands yeux noirs. Silencieuses. Les soldats bougent plus. Parce que ton cerveau, quand il voit quelque chose qu'il peut pas classer, il frise. Complètement. Tu peux plus réfléchir. Tu peux plus bouger. Tu existes juste. Et là, les créatures font un truc. Elles se rapprochent les unes des autres. Lentement. Elles fusionnent. Et elles deviennent une sphère. Lumineuse. Qui bourdonne. Qui grossit. Comme si elles chargeaient quelque chose d'immense. Personne ne bouge. Personne ne crie. Puis, l'explosion. Un flash blanc. Aveuglant. Silencieux. Et quand la lumière disparaît, 23 soldats sont là. Debout. Immobiles. Transformés en pierre. Comme des statues. Comme si le temps s'était arrêté à l'intérieur d'eux. 2 survivants seulement. Qui ont regardé. Qui ont tout vu. Et qui ont vécu avec ça jusqu'à la fin de leur vie. Tu imagines? Te lever le matin pour un entraînement banal. Et rentrer avec une image pareille gravée dans la tête. Pour toujours. Le gars qui me racontait ça, il s'est arrêté un moment. Il regardait le feu. Et il a dit une chose simple. Ce qui me dérange, c'est pas l'histoire. C'est la réaction de ces créatures. Elles ont pas attaqué en premier. Elles sont sorties du crash. Abîmées. Perdues peut-être. Et c'est nous, qui avons continué à menacer. Alors elles ont répondu. Pas par cruauté. Par instinct. Exactement comme on l'aurait fait. Et là, le silence autour du feu. Parce que quand tu entends ça, tu réalises un truc qui t'avait jamais traversé l'esprit. Si eux existent. Et si on les a déjà rencontrés. C'est peut-être pas le danger. C'est peut-être la façon dont on réagit face à ce qu'on comprend pas. La peur. L'instinct. La gâchette trop rapide. Et cette pensée-là, elle reste longtemps après que le feu s'est éteint de la nuit. Tu vois, il y a des choses que les adultes expliquent pas aux enfants. Parce qu'ils ont pas les mots. Ou parce qu'ils ont trop peur d'y croire eux-mêmes. Celle-là, c'est une histoire qui vient de plusieurs endroits à la fois. Des témoignages. Des villages différents. Des pays différents. Des gens qui se connaissent pas. Qui ont jamais comparé leurs récits. Et pourtant, ils décrivent tous la même chose. Des enfants. Qui apparaissent la nuit. Pas n'importe où. Toujours au carrefour. Toujours aux lisières des forêts. Toujours là où la lumière artificielle s'arrête et où l'obscurité commence vraiment. Des enfants qui brillent. Pas comme une lampe. Pas comme un écran. Comme de l'intérieur. Une lumière douce. Blanche. Presque bleue. Qui pulse lentement. Comme une respiration. Les témoins disent tous la même chose. La première réaction. C'est pas la peur. C'est l'attraction. Quelque chose en toi qui veut s'approcher. Qui trouve ça beau. Qui oublie pendant une seconde que c'est pas normal. Et c'est exactement là que le danger commence. Un homme. Routier. Habitué aux longues nuits. Aux routes désertes. Au silence des heures creuses. Il en a vu des choses sur les routes. Des animaux. Des accidents. Des gens perdus. Mais cette nuit-là, il voit une petite fille. Au bord de la route. Immobile. Il ralentit. Parce que c'est son réflexe. Parce que c'est humain. Parce que personne ne laisse une enfant seule sur une route à 3 heures du matin. Il s'arrête. Il baisse sa vitre. Et là, il voit. Elle brille. Légèrement. Subtilement. Mais suffisamment pour que ses yeux captent quelque chose d'impossible. Elle tourne la tête vers lui. Ses yeux. Entièrement blancs. Pas de pupille. Pas d'iris. Juste. De la lumière. Et elle sourit. Pas un sourire d'enfant. Quelque chose d'autre. Quelque chose d'ancien.
comme si ce visage d'enfant portait une conscience qui avait vu des choses que les humains peuvent pas imaginer. Il remet le moteur en route. Il part. Vide. Sans se retourner. Et pendant des semaines, il dort plus vraiment. Parce que chaque fois qu'il ferme les yeux, ce sourire est là. Cette lumière est là. Ses yeux blancs sont là. Il en parle à personne au début. Parce que comment tu racontes ça? Et puis un soir, dans un café routier, un autre conducteur parle d'une chose étrange vue sur la route. Une silhouette lumineuse. Un enfant immobile. Des yeux qui brillaient dans le noir. Exactement la même description. Exactement le même endroit. Exactement la même nuit. Les deux hommes se regardent. Sans un mot. Parce que quand deux étrangers décrivent la même chose, impossible. Tu peux plus appeler ça une coïncidence. Les chercheurs qui se sont penchés sur ces témoignages ont remarqué un détail troublant. Ces apparitions, elles se produisent toujours dans des zones particulières. Des endroits où quelque chose de grave s'est passé. Des accidents. Des disparitions. Des histoires enfouies que les villages préfèrent oublier. Comme si ces enfants lumière étaient des marqueurs. Des gardiens.